Bon, ça fait un moment qu'on n'a rien publié sur la chaîne, du coup je me suis dit qu'il était peut-être temps de revenir. Et plutôt que de me lancer dans un projet titanesque qui va encore me prendre 6 mois, coucou la vidéo sur Silent Hill 2, j'avais envie de vous proposer un format un peu différent. Une réflexion elle aussi centrée sur le cinéma et le jeu vidéo, mais qui sera, je l'espère, un peu plus condensée. Et cette réflexion est née d'une phrase toute simple. Une phrase que vous avez sûrement déjà entendue. Quoi ? T'as jamais vu ce film ? Parce que derrière cette question, il y a souvent autre chose, une forme de mépris. Alors bien sûr, parfois la surprise est sincère. Certaines personnes s'étonnent réellement que l'on ne connaisse pas telle ou telle œuvre. Mais il faut reconnaître que très souvent, cette phrase sert surtout à pointer du doigt notre ignorance et à nous mettre en opposition face à la culture de notre interlocuteur. Et je vous rassure, moi aussi j'ai déjà utilisé ce genre de remarques par le passé. Donc non, l'idée ici n'est pas de faire la morale, ni de prétendre avoir une quelconque autorité sur le sujet. J'aimerais plutôt qu'on échange autour de choses que j'ai moi-même vécues et qu'on se questionne ensemble sur ces petites pratiques du quotidien qui au fond en disent peut-être beaucoup sur nous-mêmes et sur notre rapport à la culture. Avant toute chose, je tiens à préciser ceci. Cette forme de mépris ou de hiérarchisation culturelle, appelez-la comme vous voulez, n'est pas propre au cinéma ou aux jeux vidéo. On l'a retrouvée déjà en peinture, avec les différents mouvements artistiques qui se sont succédés au fil des siècles, mais aussi en littérature et en musique. On peut par exemple penser à l'arrivée du rock'n'roll à la fin des années 40, ou encore au rap au début des années 70. Mais personnellement, j'ai choisi de me concentrer uniquement sur le 7e art et le jeu vidéo. D'abord parce que ce sont les domaines que je connais le mieux, mais surtout parce que c'est à travers le cinéma que j'ai moi-même ressenti ce sentiment d'infériorité. Et pour que vous compreniez mieux mon cheminement, il me semble important de vous donner un peu de contexte. Je suis un enfant des années 90. J'ai grandi devant les dessins animés emblématiques de cette époque, comme Dragon Ball Z, Olive et Tom, Sakura, ou encore Pokémon. Je suis ce que l'on appelle un bébé zapper. Depuis toujours, oui. Je suis fascinée par la télévision, je suis captivée, je la regarde, je zappe. C'est précisément parce que j'aime la télévision que j'ai poussé un peu ce cri de révolte contre ce contenu. Parce que je me dis, mais comment peut-on faire aussi médiocre avec autant d'argent ? Merci Ségolène Royal. Et par conséquent, ma cinéphilie s'est construite dans ce paysage audiovisuel. J'ai été biberonné aux films d'action des années 80 et 90, au cinéma de Spielberg, Cameron et Burton, au western spaghetti de Sergio Leone, mais aussi aux comédies françaises comme Le Père Noël est une ordure ou encore Les Visiteurs. Une cinéphilie que l'on pourrait qualifier de populaire et de très largement américano-centrée. C'est avec ce bagage culturel que j'entame donc mes études supérieures orientées vers la littérature et le cinéma. Et c'est précisément à cette période que je comprends que ma cinéphilie, que j'imaginais naïvement hétéroclite et ouverte, ne correspond pas vraiment aux standards de certains de mes camarades professeurs. Là où ma culture s'était construite autour du cinéma de genre, du blockbuster hollywoodien ou encore des grandes comédies françaises, beaucoup d'entre eux semblent se tourner vers un cinéma dit d'auteur, marqué par les grands noms du cinéma européen et par une certaine tradition critique. Pour caricaturer un peu, il y avait d'un côté le cinéma intellectuel riche et légitime, à l'image des films de la Nouvelle Vague, pour ne citer que, et de l'autre le cinéma de divertissement peu subtil et destiné au plus grand nombre. Si cette vision élitiste n'a pas fondamentalement modifié mes goûts, elle a néanmoins influencé certaines de mes pratiques. J'ai notamment entrepris une quête insensée, regarder le plus de films possible. Et évidemment en les sélectionnant non pas par intérêt personnel, mais simplement en raison de leur statut particulier. Vous savez les fameux chefs-d'œuvre du 7e art qu'il faut absolument avoir vu dans sa vie. Bah spoiler, c'était pas forcément la meilleure idée. Par ailleurs, cette situation m'a peu à peu poussé à ne plus confronter ma cinéphilie à celle des autres. Je me sentais de moins en moins légitime à m'exprimer sur le cinéma, estimant ne pas avoir les connaissances techniques, esthétiques ou analytiques nécessaires. Il m'est même arrivé de mentir, voire de feindre d'apprécier certaines œuvres, afin d'éviter d'être perçu comme un idiot. Parce qu'on a tendance à l'oublier, mais dire qu'on aime un film, ou prendre position pour un type de cinéma, c'est inconsciemment exprimer qui l'on est, et comprendre que nos appétences ne rentrent pas en symbiose avec le bon goût général a quelque chose de particulièrement désagréable. Si aujourd'hui je suis parfaitement en paix avec tout cela, j'imagine que pour certains d'entre vous, ce sentiment est encore présent. Et malheureusement, c'est pas prêt de s'arrêter. Il suffit de traîner quelques minutes sur Instagram, TikTok ou encore YouTube pour être frappé par l'ampleur du phénomène. Une masse de contenu reproduisant sans cesse les mêmes pratiques nauséabondes. Des créateurs qui s'amusent à démonter, sans aucune forme d'argumentation, des films dès leur sortie, d'autres qui critiquent les classements de personnes qu'ils ne connaissent même pas, encore ceux qui décident arbitrairement qu'il existerait une liste des meilleurs films à voir. Et je ne parle même pas des commentaires agressifs et complètement lunaires que l'on trouve sur ce genre de vidéos. Vous l'aurez compris, j'ai du mal avec cette tendance qui valorise le rage bait, le dédain et la comparaison systématique,
au détriment de discussions, d'analyses et de partage autour d'une passion commune. Et comme on pouvait s'y attendre, ce type de comportement s'est progressivement étendu à un autre domaine, celui du jeu vidéo. Certains diront qu'il n'y a là rien de surprenant. Une grande partie de la population y joue quotidiennement, et en quelques années, ce média s'est imposé comme le loisir numéro 1 à échelle mondiale. Pourtant, je reste un peu dubitatif. Je me souviens d'une époque pas si lointaine où le jeu vidéo était encore fortement marginalisé. À 15 ans, c'était pas vraiment stylé de dire qu'on passait ses soirées sur World of Warcraft, qu'on adorait Final Fantasy, ou qu'on attendait avec impatience le prochain épisode de Death Note. C'est pour ça qu'il est difficile de ne pas voir une forme d'ironie, voire d'hypocrisie, dans le fait que certains reproduisent aujourd'hui les mécanismes qu'ils dénonçaient ou subissaient hier. On a souvent rapproché le jeu vidéo du cinéma, que ce soit dans la mise en scène, l'écriture, ou leur capacité à transmettre des émotions. C'est d'ailleurs quelque chose que j'essaye moi-même de faire à travers cette chaîne. Mais ce qui est frappant, c'est que les dérives dans les discussions autour de ces deux médias finissent elles aussi par se ressembler. Vous voyez sans doute de quoi je parle, ces personnes qui vous expliquent que vous n'êtes pas un vrai gamer si vous n'avez pas terminé tous les Souls, que vous ne comprenez rien au cinéma si vous vous ennuyez devant l'Aventura, ou encore qu'il faudra avoir consommé des œuvres vieilles de 40 ans pour être capable d'apprécier celles d'aujourd'hui. Évidemment, je force un peu le trait, calmez-vous dans les commentaires, je n'ai rien contre le néoréalisme italien. Mais derrière la blague, il y a une vraie question. À quel moment a-t-on décidé que la culture devait devenir un test de légitimité, d'intelligence, et même parfois d'appartenance? Parce qu'on oublie une chose importante, nous n'accédons pas tous à la culture de la même manière. Comme l'expliquent Pierre Bourdieu et Pascal Passeron dans La Reproduction, chacun possède un capital culturel différent. Et ce capital influence, souvent sans qu'on s'en rende compte, notre rapport aux œuvres. Notre milieu social, nos études, notre famille, nos rencontres, tout cela façonne ce que nous sommes, ce que nous comprenons, et même ce que nous pensons être légitime d'aimer. Avoir ces notions en tête permet non seulement d'éviter une forme de mépris lorsqu'on confronte sa culture à celle des autres, mais aussi de développer un regard plus nuancé. Si j'ai moi-même grandi dans un milieu plutôt populaire, j'ai cependant conscience d'avoir eu de la chance. Parce que contrairement à beaucoup d'autres, j'ai été élevé dans un cadre familial serein. J'ai eu accès à un certain nombre de choses comme le jeu vidéo, et j'ai même pu aller régulièrement au cinéma. Des activités dont certaines familles ne peuvent même pas bénéficier. Et cette réflexion m'amène à me questionner sur un autre facteur essentiel de notre construction culturelle, l'accessibilité. Derrière ce mot, il y a d'abord une réalité économique, l'argent. Parce que oui, tout a un coût. Aller au resto, acheter des livres, s'abonner à des plateformes, et bien sûr jouer aux jeux vidéo. Et cela crée forcément des écarts. Quand on galère déjà à payer son loyer ou à nourrir sa famille, prendre un ticket de cinéma ou s'acheter une console, c'est pas vraiment la priorité. Et ces considérations, on a malheureusement tendance à les oublier quand on juge le goût des autres. Mais cette dimension économique ne s'arrête pas là. Elle influence aussi des choix qu'on perçoit à tort comme de simples préférences. Il fut un temps où choisir sa console n'était pas juste une question de goût, c'était un vrai choix, mais un choix souvent dicté par des contraintes. PlayStation, Sega, Nintendo, vous savez la fameuse guerre des consoles. Derrière les débats, les moqueries et les discussions autour des exclusivités, il y avait une réalité beaucoup plus simple. On ne pouvait pas tout avoir. Tout le monde n'avait pas les moyens d'acheter plusieurs consoles, de suivre toutes les sorties, ou même d'acquérir le jeu dont tout le monde parlait. Alors on faisait avec ce qu'on avait. On défendait sa console, on s'identifiait à ses jeux, à ses personnages. Pas seulement par goût, mais aussi parce que c'était la seule porte d'entrée qu'on avait. Et au fond, ça pose encore la même question. Est-ce qu'on aime vraiment ce que l'on aime, ou est-ce qu'on apprend à aimer ce à quoi on a accès ? Si je n'ai évidemment pas la prétention de pouvoir répondre à cette question, j'espère cependant qu'elle nourrira la réflexion de certaines et de certains d'entre vous. N'hésitez pas d'ailleurs à m'en faire part dans les commentaires. Mais cette notion d'accessibilité ne se limite pas uniquement à l'argent. En effet, derrière ce terme, il y a aussi l'idée de pouvoir, quand on le souhaite, jouer ou regarder des œuvres facilement. Et de mon point de vue, on est là encore face à un paradoxe. Parce que s'il est vrai que la multiplicité des plateformes, le cloud gaming et la VOD ont permis d'accéder plus facilement à une large sélection de films et de jeux, certains titres restent cependant encore inaccessibles. Je pense notamment aux films de patrimoine datant du début du XXe siècle, qui sont tout simplement absents de la plupart des catalogues. Mais aussi à certains jeux rétro, j'ai en tête par exemple le dernier volet de la saga Mother sur Super Nintendo, ou encore Pandora's Tower sur Wii. Certains me répondront qu'il est effectivement possible de passer par le téléchargement ou l'émulation pour dépasser ces contraintes. Alors oui, vous avez raison, j'ai d'ailleurs fait moi-même à plusieurs reprises, mais cela reste dans un cas illégal et dans l'autre assez fastidieux. Faut souvent trifouiller dans l'émulateur pour obtenir ce qu'on veut, ou encore patcher certaines ROM afin de bénéficier d'une traduction adaptée. Ce que j'essaie de dire, c'est que malgré l'émergence de tous ces systèmes censés nous simplifier la vie, il subsiste toujours des contraintes auxquelles on ne peut pas vraiment échapper. Je ne vais pas revenir sur l'aspect financier, vous l'avez compris, ces services demandent évidemment un abonnement. Mais il y a aussi un autre problème plus discret, celui du choix éditorial. Chaque plateforme propose sa propre sélection, avec ses priorités
ses exclusivités et ses angles morts. Et cela nous oblige forcément à faire des choix. Si vous êtes par exemple fan du cinéma horrifique japonais des années 2000, il y a de fortes chances que vous ne trouviez pas votre bonheur sur Netflix. De la même manière, si vous voulez jouer au hit du moment dans les meilleures conditions, certaines boutiques en ligne ne seront tout simplement pas adaptées. À une époque où l'on a accès à une quantité presque illimitée de contenu, il devient paradoxalement difficile de s'y retrouver. Comment naviguer entre toutes ces plateformes? Et surtout, une fois qu'on a fait sa sélection, comment réussir à s'orienter dans cette masse de propositions? Car cette abondance ne garantit pas une véritable liberté. Trouver des œuvres différentes de celles mises en avant par les algorithmes devient de plus en plus complexe. On nous donne l'illusion du choix, mais celui-ci est en réalité largement orienté. L'uniformisation des contenus renforce également ce phénomène. Les œuvres mises en avant répondent souvent aux mêmes logiques, au même format, pensées pour capter et retenir l'attention du plus grand nombre. Et paradoxalement, cette standardisation rend plus difficile la diversification de notre culture. Alors oui, bien sûr, on peut toujours trouver des œuvres originales et pointues, mais ça demande un effort. Il faut chercher, y consacrer du temps et de l'attention. Et finalement, aujourd'hui, le vrai problème n'est peut-être plus d'accéder au contenu, mais d'échapper à ce qui nous est constamment proposé. Ce n'est plus vraiment trouver quelque chose qui est difficile, mais plutôt trouver autre chose. J'évoquais précédemment cette période de ma vie, durant laquelle je me suis mis à consommer presque frénétiquement tous les films et jeux auxquels j'avais accès. Si cette démarche était née en réaction à ce que j'avais vécu, elle m'a néanmoins permis de sortir de ma zone de confort. J'ai commencé à m'intéresser à des œuvres que je pensais inaccessibles, à me confronter à des expériences différentes, et surtout à m'interroger sur ce qui me touchait réellement. Mais à mesure que mes découvertes s'accumulaient, une évidence s'imposait. Mon projet était creux. Voir tous les films n'était pas un objectif, mais une illusion. Une illusion vertigineuse et surtout irréalisable. Même en y consacrant tout mon temps libre, une vie entière n'y suffirait pas. Pourtant, malgré la désillusion, cet exercice s'est révélé profondément formateur. Il m'a d'abord appris qu'il était vain de courir après la validation des autres. Accumuler des références dans l'espoir d'être accepté n'a au fond aucun sens. Mes goûts pouvaient diverger, mes repères être ailleurs, cela ne m'a jamais empêché de découvrir, de comprendre ni d'aimer certaines œuvres. J'ignorais tout des films d'Eisenstein, et pourtant j'avais été saisi par la puissance de cette scène des Incorruptibles. Je ne connaissais rien au fonctionnement du Steadicam, mais il m'avait suffi d'un plan séquence des Affranchis ou de Boogie Night pour en tomber immédiatement amoureux. Avec le recul, je crois que cet exercice m'a surtout appris que la culture ne s'accumule pas, elle se construit. C'est un processus lent, souvent invisible, qui ne s'arrête jamais vraiment. Pendant longtemps, je me suis reproché de ne pas avoir vu certains films, de ne pas avoir fait certains classiques. Aujourd'hui, j'ai compris que cela n'avait pas de sens. Ces choses-là arrivent quand elles doivent arriver. C'est aussi pour ça que je me méfie désormais d'une certaine manière de partager la culture. J'ai moi-même ressenti cette pression, parfois implicite, de devoir regarder ce que d'autres considéraient comme des chefs-d'œuvre. Et au fond, cela ne m'a jamais vraiment aidé. Nous ne sommes pas tous touchés par les mêmes choses. Ce qui bouleverse certains peut me laisser indifférent, et inversement. Et ce qui ne me parle pas aujourd'hui pourra peut-être me toucher demain. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de transmettre ce que l'on aime, au contraire. Mais on le fait parfois avec trop de certitude, comme s'il existait un chemin unique vers la bonne culture. Là où, personnellement, j'aurais préféré qu'on me laisse chercher, me perdre et faire mes propres erreurs. Parce qu'au fond, la curiosité ne se force pas. Quand quelque chose nous anime vraiment, on finit toujours par aller le chercher soi-même. On creuse, on remonte aux sources, on explore sans qu'on nous y oblige. Et c'est sans doute dans ces moments-là que les découvertes comptent le plus. Ce n'est ni le mépris ni le jugement qui donne envie d'apprendre ou de s'ouvrir, au contraire. Chacun avance à son rythme, construit son regard comme il peut, avec ses élans et ses obsessions. J'aimerais dire à celles et ceux qui pensent encore que leur culture n'est pas assez étoffée, que c'est en réalité une chance. Personnellement, j'aimerais pouvoir ressentir à nouveau cet émerveillement, celui éprouvé en parcourant pour la première fois les plaines d'Hyrule dans Ocarina of Time. Le choc en découvrant la fin d'Oldboy ou le destin de la troupe du Faucon de Berserk, mais aussi cette tristesse infinie laissée par des œuvres comme Sur la route de Madison, What Remains of Edith Finch, ou encore In the Mood for Love. Si j'ai voulu écrire sur ce sujet, c'est aussi parce qu'au fond j'aurais aimé comprendre tout cela plus tôt. Comprendre qu'il existe une multitude de facteurs, économiques, sociaux et culturels, qui façonnent nos parcours et expliquent nos différences. Personne ne devrait se sentir inférieur ou illégitime dans son rapport à la culture. Les choses qui nous passionnent ne devraient jamais devenir des prétextes au dédain ou aux moqueries. Parce que si l'on y réfléchit un instant, il y aura toujours quelqu'un de plus cultivé et de plus érudit dans un domaine que l'on pense maîtriser. Et c'est peut-être là que réside l'essentiel, dans cette possibilité d'échanger, de confronter ses idées, mais surtout d'évoluer. J'ai bien conscience que même en gardant ça en tête,
nous ne sommes pas exempts de préjugés. Il m'arrive encore de juger trop vite, trop facilement. Comprendre le choix des autres demande un effort, une attention presque quotidienne. Mais c'est sans doute le prix à payer pour continuer à apprendre sans se fermer. Parce qu'au fond, parler de culture, ce n'est pas prouver qu'on sait, c'est rester capable de douter, de partager et surtout d'accueillir. Et peut-être que la seule chose qui compte vraiment, ce n'est pas ce que l'on a vu, lu ou compris, mais ce que l'on est encore prêt à découvrir. J'avais envie de terminer cette vidéo en vous partageant une liste de jeux et de films que je n'ai pas pu encore faire ou voir. Vous constaterez que parmi ces derniers, il y en a un bon nombre que l'on peut considérer comme des classiques. Mais il me semblait important de vous montrer qu'au fond, nous sommes tous un peu pareils. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire, en me donnant par exemple votre propre liste de jeux et de films encore inachevés. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.